Bonjour, je vais commencer cette dernière vidéo consacrée à l'inflation en vous racontant comment, il y a à peu près 5 ans, une certaine poussière dans l'œil a empêché un nombre de sectateurs de l'inflation de voir clairement la réalité astronomique. Puis je finirai en vous parlant des alternatives à la théorie de l'inflation, à savoir ce qu'on appelle les cosmologies à rebond. Alors en même temps que les fluctuations quantiques produisent des variations aléatoires de l'énergie inflatoire, elles produisent aussi des distorsions aléatoires de l'espace qui se propagent sous forme d'ondes gravitationnelles traversant l'univers après la phase d'inflation. Et ces perturbations ont pour effet de laisser donc une empreinte dans le rayonnement de fond cosmologique sous forme d'une polarisation de la lumière qui nous en parvient aujourd'hui. Alors je rappelle, la polarisation, c'est une orientation préférée des champs électriques et magnétiques qui constituent l'onde lumineuse. Et donc elle peut se faire selon deux modes. Le mode qu'on appelle E, qui forme des configurations ressemblant à celles des champs électriques, et puis le mode dit B, qui forme des configurations ressemblant à celles des champs magnétiques. Alors dès 1968, le cosmologiste britannique, grand partisan de l'inflation, Martin Rees, avait calculé que les fluctuations de densité de l'univers primordial devaient polariser le rayonnement fossile selon les deux modes. Alors les modes, eux, ont bel et bien été observés par le télescope le Volume-Map et Planck dans le rayonnement fossile. Alors comme seules en fait les ondes gravitationnelles issues de l'hypothétique inflation peuvent engendrer des modes B, leur détection était espérée et considérée en fait comme une preuve très convaincante de la théorie, même si d'autres phénomènes physiques complètement différents peuvent aussi induire une polarisation de type B mais en dépit de recherches intensives, les cosmologistes ne trouvaient pas trace des ondes gravitationnelles primordiales impliquées par l'inflation. Jusqu'à ce que le 17 mars 2014, les scientifiques d'une expérience appelée BICEP 2, installée sur une base astronomique au pôle sud, annoncent leur détection. Branle-bas de combat dans le petit monde de la cosmologie théorique, relayé par les médias scientifiques du monde entier, avide de scoop évidemment, donc la preuve décisive de l'inflation cosmique, découverte majeure dans la connaissance de l'univers, etc., etc. Alors le jour même ou le lendemain, elle postait sur YouTube une vidéo prétendument improvisée, mais de fait, en fait, préparée un petit peu à l'avance. Alors, on y voit un jeune chercheur chinois de l'université de Stanford, qui est en fait un assistant d'André Linde, l'un des pères de l'inflation, sonner donc au domicile privé de son mentor et faire semblant de lui annoncer l'extraordinaire nouvelle. L'expérience BICEP 2 a découvert les ondes gravitationnelles d'origine primordiale, l'inflation est définitivement prouvée. Alors Linde feint la surprise. Alors c'est un piètre acteur, il a visiblement été mis au courant auparavant, voilà. Mais il manifeste tout de même la prudence de mise chez tout bon scientifique, parce que Linde c'est réellement un très bon scientifique. Alors ils entrent dans le salon où les attend l'épouse d'Andrei, qui s'appelle Renata Kalosh, qui est elle-même d'ailleurs physicienne théoricienne, évidemment adepte de l'inflation. On ouvre une bouteille de champagne pour fêter l'événement. Linde donne quelques explications de base face à la caméra, et tout le monde a en tête, sans le dire explicitement, le prix Nobel de physique qui pourrait être décerné dès l'année suivante aux cosmologistes à l'origine d'une si belle théorie, l'inflation, et ou aux scientifiques ayant mené l'observation. Alors de l'autre côté du pays, c'est-à-dire des États-Unis, à l'université rivale de Harvard, qui justement gère l'expérience du pôle Sud, mais on y pense aussi au prix Nobel. Et on en rajoute dans les déclarations pompeuses. En France, une émission de radio pour La tête au carré, elle est programmée un petit peu dans l'urgence et j'y suis invité en compagnie de mon ancien collaborateur Alain Riazuelo, membre de l'équipe Planck, qui travaille sur la polarisation du rayonnement fossile. Alors on fait valoir en fait qu'il y a d'autres sources possibles qui sont susceptibles de polariser le rayonnement fossile. Donc avant de crier victoire, mieux vaut attendre le résultat du télescope Planck qui sont attendus pour les mois suivants, parce que ce dernier il est bien mieux équipé pour étudier la polarisation sur 7 bandes de fréquences, alors que le télescope BICEP 2, lui, n'a qu'une bande de fréquence. Et de fait, en septembre, la sentence tombe.
les chercheurs américains avaient en réalité observé une polarisation entièrement due aux grains de poussière de notre Voie lactée. Donc, le verdict sera confirmé de façon irréfutable en 2016 par une analyse conjointe entre les chercheurs de la mission Planck et ceux de la mission BICEP 2. Donc en somme, c'était une poussière dans l'œil qui avait fait croire en la réalité de l'inflation. Alors je précise que les ondes gravitationnelles d'origine primordiale, dont je parlais ici, n'ont rien à voir avec celles qui sont créées par les fusions de trous noirs qui se sont déroulées plus tard dans l'univers. Et ces dernières ont bel et bien été détectées à partir de 2015 par les interféromètres LIGO aux États-Unis, puis Virgo en Europe. Voilà, donc comme je l'ai dit en introduction, je vais finir maintenant ce chapitre, long chapitre sur l'inflation, en vous parlant des cosmologies à rebond. Oui, en effet, s'il est sain et utile de relever les faiblesses, à la fois scientifiques et épistémologiques de l'inflation, encore faut-il pouvoir proposer des solutions alternatives, qui seraient capables de rendre compte aussi bien, voire mieux, que ne le fait l'inflation, des divers problèmes, vrai ou faux, rencontrés par le modèle standard de la cosmologie, à savoir la singularité initiale, la symétrie matière-antimatière, éventuellement la quasi-platitude de l'espace, la structure de rayonnement fossile, la nature de la matière noire, de l'énergie sombre, etc., etc. Alors bien que la théorie de l'inflation, qui pour beaucoup d'ailleurs de cosmologistes fait partie en fait intégrante du modèle standard, donc bien qu'elle réponde à un certain nombre de ces problèmes, elle ne résout pas la question cruciale qui est vraiment celle de la singularité initiale. Oui, parce que la description de l'espace-temps s'y effondre, la singularité est source de non-sens pour les lois physiques, alors que les dites lois présupposent un espace-temps. Alors je l'ai déjà dit, donc l'une des motivations principales des théories de la gravitation quantique consiste précisément à éliminer ces singularités, donc qui devraient être absentes de toute description réaliste de l'univers. Et on oublie souvent, en fait, qu'il y a des modèles d'univers non singuliers qui foisonnent dans la littérature classique sans quantification de la gravité. Et il s'agit des cosmologies à rebond, dont certaines d'entre elles ont d'ailleurs été préconisées par Paul Steinhardt à la fin de son article critique contre l'inflation dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc il semble finalement qu'il y ait deux possibilités. Ou bien l'univers a eu un réel commencement, une sorte de temps zéro singulier, qu'on appelle justement communément Big Bang, ou bien il n'a pas eu de commencement, et ce qui a été appelé Big Bang a été en fait un grand rebond, c'est-à-dire une transition entre une ère cosmologique précédente et la phase d'expansion actuelle. De façon intéressante, cette alternative à caractère scientifique peut être mise en parallèle avec quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire les mythes cosmogoniques de diverses civilisations. Et ceux-ci peuvent être classés en fait en deux vastes familles. Alors, dans l'une d'elles, l'univers émerge à un instant unique de la création, comme dans les cosmogonies, par exemple, judéo-chrétiennes ou certaines cosmogonies amazoniennes. Et puis dans l'autre famille, l'univers est éternel et consiste, par exemple, en une suite infinie de cycles, comme dans les cosmogonies des Babyloniens et des Égyptiens. Donc, en revenant à la cosmologie scientifique, il n'y a aucune preuve en fait permettant d'affirmer que ce qui s'est passé dans notre cosmos il y a 13,7 milliards d'années, ça a été un bang ou un rebond. Alors contrairement au bang, en fait, un rebond n'exige pas de période subséquente d'inflation pour créer un univers semblable à celui que nous observons. Alors comme il y a de bonnes raisons de supposer que la singularité initiale n'est pas une propriété réelle de notre univers, il est naturel donc que l'idée d'univers non singulier ait été étendue aux cosmologies cycliques, qui sont celles en fait qui exhibent des phases d'expansion et de contraction. Alors les premières références en fait aux univers cycliques, dans le cadre de la cosmologie relativiste, se trouvent dans les articles de Friedman, d'Einstein, Tolman et Lemaître, c'est-à-dire le père fondateur en fait de la cosmologie relativiste, qui ont tous été publiés dans les années 1930. Alors, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans une vidéo précédente, la théorie gravitationnelle de Cartan, enfin on appelle de Einstein-Cartan, qui complète en fait la relativité générale en y rajoutant une variable dynamique dite de torsion, permet aussi d'éliminer la singularité en la remplaçant par un rebond.
Alors les premières solutions explicites pour de géométrie à rebond ont été obtenues à la fin des années 1970. Alors on en compte maintenant en fait des dizaines différentes, dont le cosmologiste brésilien Mario Novello d'ailleurs a fait une belle et vaste synthèse qu'il a publiée en 2008. Certaines de ces solutions peuvent potentiellement résoudre tous les problèmes du modèle standard de la cosmologie, sans avoir besoin de quantifier la gravité, sans poser de problème de condition initiale, ni faire intervenir donc une phase d'inflation. Alors on peut se demander pourquoi alors ces solutions n'ont pas attiré davantage l'attention de la communauté des chercheurs. Alors en fait, au début des années 1980, les théorèmes sur les singularités de Hawking et Penrose, en fait, étaient considérés un petit peu comme le dernier mot concernant l'occurrence inévitable d'une singularité initiale dans tous les modèles cosmologiques raisonnables. L'apparition de la théorie de l'inflation a semblé en mesure en fait d'apporter une réponse à certaines autres questions de façon relativement économique, et donc elle a ouvert, comme je l'ai raconté, la porte à une explication de l'origine du spectre des fluctuations primordiales. Et donc finalement, face à ce développement, et prenant en compte le statut apparemment incontournable à l'époque des théorèmes de Hawking-Penrose, la question de la singularité initiale n'avait plus paru tellement urgente, elle avait été donc momentanément délaissée, en pensant peut-être qu'une future théorie de gravité quantique y répondrait peut-être un jour correctement. Oui, mais à la fin des années 90, la découverte en fait de l'accélération de l'expansion cosmique a réintroduit l'idée qu'il pouvait exister des formes d'énergie répulsives, c'est-à-dire exerçant une pression négative. Ce qui, dans le cadre en fait de la relativité générale, c'est précisément l'une des conditions nécessaires pour échapper aux singularités et obtenir un rebond cosmologique. Et donc ceci en fait a contribué à un renouveau, un regain d'intérêt pour les univers non singuliers. Et les modèles à rebond sont même venus un petit peu sur le devant de la scène cosmologique au début du XXIe siècle, lorsqu'on s'est aperçu que certains modèles découlant soit de la théorie des cordes, soit de la gravité quantique à boucle, suggéraient qu'une géométrie à rebond pouvait résoudre les mêmes problèmes que le faisait l'inflation. Un rebond alors peut aboutir au même résultat qu'un Big Bang suivi d'une inflation parce que avant le rebond, une période de lente contraction durant des milliards d'années a pu lisser et aplanir l'univers. Alors il peut sembler contre-intuitif qu'une contraction lente puisse avoir le même effet qu'une expansion rapide. Mais en fait, un argument assez simple montre qu'il doit en être ainsi. En fait, sans inflation, un univers qui est en expansion lente deviendrait de plus en plus courbé et inhomogène au cours du temps, en raison des effets de la gravitation sur l'espace et la matière. Imaginons maintenant un film de ce processus à l'envers. C'est-à-dire on part d'un univers vaste qui est fortement courbé, par exemple inhomogène, et qui se contracte graduellement pour devenir plat et uniforme. Alors comme dans le cas de l'inflation, mais c'est ainsi à l'envers, les fluctuations quantiques modifient le taux de contraction d'un point à l'autre de l'espace, de sorte que certaines régions rebondissent et commencent à se dilater et à se refroidir avant d'autres régions. Et on peut comme ça construire des modèles dans lesquels le taux de contraction donne lieu à des variations de température après le rebond qui sont consistantes en fait avec le motif de taches chaudes et froides, peau de léopard, comme je disais, observée par les télescopes WMAP et Planck dans le rayonnement fossile. Donc ça veut dire qu'une lente contraction avant rebond peut produire les mêmes effets que l'inflation sur la suite de l'évolution cosmique. Alors en plus, les théories du rebond ont un avantage épistémologique important comparé à l'inflation, parce qu'elles ne produisent pas de multivers où tout et n'importe quoi peut arriver. Oui, parce que quand la phase de contraction commence, l'univers en fait il est déjà vaste et classique, c'est-à-dire décrit par la théorie de la relativité générale. Et donc il rebondit lorsqu'il atteint une taille où les effets quantiques deviennent importants. Et donc il en résulte qu'il n'a peut-être jamais eu d'ère de Planck durant laquelle l'univers tout entier a été entièrement dominé par la physique quantique. Et donc il n'y a pas besoin d'inventer une transition quantique classique que l'on ne sait d'ailleurs absolument pas faire. Et comme donc il n'y a pas d'inflation durant le lissage pour faire exploser le volume des régions qui subissent donc les rares fluctuations quantiques de grande amplitude, le lissage dû à la contraction ne produit pas de multiples bulles d'univers aux propriétés physiques distinctes. Voilà, donc j'espère que c'était suffisamment clair. Je vous quitte sur
ce commentaire et je vous donne rendez-vous avec une suite de nouvelles vidéos qui seront consacrées à une analyse des travaux de Stephen Hawking. À bientôt.